Salut à tous, nous sommes heureux de vous savoir avec nous pour ce numéro de Parler de vous. Aujourd'hui, nous avons une invitée et pas des moindres. C'est une femme africaine, on l'appelle également la fille du monde parce qu'elle est un peu partout dans le monde, très connue dans le milieu de l'entrepreneuriat et de l'événementiel. Et si je vous disais Samba, vous pensez à quoi? À Josiane Maintenay de Longueur. Bonjour Josiane. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous savoir avec nous aujourd'hui. Mais plaisir partagé et merci à vous pour l'invitation. Alors, qui est Josiane Maintenay de Longueur? Parlez-nous de vous. Mais vous l'avez dit, hein, Josiane Maintenay, c'est la fille du monde. Je me définis ainsi, vous allez très vite le comprendre parce que nous tous qui avons grandi, on a certaines frustrations qu'on vit avec et qui sont nos sources de motivation. Fille du monde parce que je suis issue d'une famille de père et de mère camerounais qui sont partis du Cameroun et qui se sont installés au Gabon alors que j'avais que 5 ans. Et donc j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, universitaires au Gabon. Je vis au Gabon, mes enfants sont gabonais. Et fille du monde parce que aujourd'hui on travaille pour le Gabon, on vit pour la jeunesse gabonaise, mais on n'a pas la nationalité gabonaise. Et donc, au lieu de rester sur cette frustration, et donc je me projette en tant que fille du monde parce que j'estime que ce qu'on fait pour le Gabon, on peut le faire dans tout autre pays du monde et que les frontières que les hommes ont posées, ce sont les hommes qui ont défini les frontières et que ces frontières ne doivent en aucun cas nous diviser. Alors, si nous restons sur l'aspect personnel de Josiane Maintenay de Longueur, vous avez dit vous êtes de père et de mère camerounais. Vous avez combien de frères, combien de sœurs? Mais il faut dire que je suis l'aînée des filles d'une fratrie de 10 personnes. Quand même. Donc je suis 5e de ma famille, et donc première des filles, mais devant moi il y a des garçons. Donc on a 6 garçons et 4 filles. Donc voilà un peu, et puis je suis un peu jumelle pour ceux qui ne le savent pas. D'accord. Mais voilà, donc c'est un peu, en gros, je suis issue d'une famille de 10 personnes. D'accord. Et comment se passe l'enfance de Josiane? J'ai eu une enfance normale comme tout le monde. Ma mère, elle m'a donné à ma grand-mère alors que j'avais 2 ans. Tu sais, la famille africaine, généralement, quand la grand-mère reste au village, on lui envoie un enfant pour pouvoir l'entretenir, la garder et puis pour amener un peu de chaleur dans la maison. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors que j'avais 2 ans, ma mère m'avait donné à ma grand-mère et donc j'ai grandi. Pour ceux qui nous connaissent un peu, moi qui ne nous connaissent pas mais qui nous suivent, mes soeurs et moi, ils savent un peu qu'on est dans une famille, on est issu d'une famille de notables, de nobles au Cameroun, notables au Cameroun. Donc ce qui fait que c'est vraiment la cour commune, c'est plusieurs enfants pour plusieurs femmes, pour le même homme. Et donc c'est dans ce contexte que j'ai grandi et j'étais cet enfant-là qu'on pouvait envoyer n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle heure et qui pouvait partir à 23 h dans un village sans électricité, marcher, aller acheter du pétrole, revenir avec le pétrole alors même que tous les enfants avaient peur. J'étais cet enfant-là par exemple que lorsque le grand-père versait le cacao dans la cour, parce que moi j'ai connu cette époque où on cueillait le café et moi j'ai vu des gens arriver acheter du café chez mon grand-père. Et donc j'étais de cette époque-là où on versait le café dehors et donc tout le monde pouvait ne pas ramasser ce café, mais si moi je ne le faisais pas, si je ne me rendais pas, si je ne m'organisais pas ce que tout soit fait, ben j'étais la personne à punir. Et pourtant j'étais la plus petite. Mais je pense que mon grand-père, depuis déjà le bas âge, il avait voulu déjà que j'assume beaucoup de responsabilités. Donc c'est dans ce contexte que j'ai grandi. Et ensuite, quand mes parents ils ont décidé de me récupérer de chez mes grands-parents parce que il devait venir au Gabon, donc je suis vraiment partie directement. Je n'ai pas grandi avec mes frères et sœurs. Je suis vraiment partie du village où j'étais avec ma grand-mère directement pour le Gabon, où je suis arrivée avec mes parents. J'avais 5 ans, j'étais à l'école publique communale de Metuine à Oyem, avec père et mère commerçants. Et donc ils avaient le minimum, ils étaient commerçants. Et nous derrière aussi, on a appris à faire de petites choses, même pendant les vacances, pour pas que ce soit nos parents qui fassent tout. Moi, j'avais pas besoin en fait de travailler.
c'est-à-dire ils étaient déjà commerçants et donc on avait de quoi subvenir à nos besoins. Mais malgré ça, par exemple, moi je me souviens encore de cette petite anecdote où quand on donnait l'argent pour les gâteaux, comme on dit, bon, moi je gardais pour moi et pendant les grandes vacances, je donnais à ma mère pour dire, ben maman, tu sais, quand tu vas au Cameroun, tu ramènes des alvéoles d'œufs. Et moi, je faisais bouillir les œufs, je faisais du bon piment avec de la manioc. Et je me baladais dans toute la ville à Oyem. Ceux qui me connaissent à Oyem savent que je me baladais avec un plateau et pour vendre. C'était à quel âge ça? J'avais quoi? J'avais 13, 14 ans. Et ça, j'ai appris à le faire depuis bas âge. Et donc, moi, je connais aucun complexe de il faut faire l'administration, il faut faire X, Y. Donc, c'est un peu ça. Et comment se passe l'adaptation quand vous partez du Cameroun pour le Gabon? Un environnement où, entre griffes, vous pourrez être considéré comme étranger. Je sais que c'est pas souvent facile, surtout à l'école primaire et tout ça. Comment tu as vécu mais après, il faut dire que je suis petite, hein, j'ai 5 ans. Et donc, j'arrive pas à faire la différence entre j'étais au Cameroun, je suis au Gabon. À 5 ans, on ne connaît pas grand-chose. Oui, non, je veux dire en grandissant. Voilà, on sait juste que voilà, on est parti d'un pays à un autre. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile parce que quand on est cet enfant, un peu chuchoté, moi j'ai été inscrite à l'école très en retard. Tu sais, quand tu es avec ta grand-mère et que voilà, toi, tu n'as pas envie d'aller à l'école parce que la grand-mère, elle te garde avec elle précieusement, il ne faut pas. Et voilà, donc partir de cet environnement où tu n'as pas la contrainte du tout d'aller à l'école. Parce que je me souviens que quand ma mère, elle arrivait chez ma grand-mère et qu'elle disait « Ah non, mais là, je sais, elle n'est pas partie à l'école aujourd'hui. » La grand-mère dit « Pardon, laisse mon enfant dormir. Elle n'a pas besoin de tout ça. » et tout. Et donc, tu vois, donc partir de cet espace où tu as toute la liberté, où on prépare et pendant que les autres enfants mangent, toi, on peut te cacher derrière pour te faire passer un peu par derrière et tout. Et arrivé, finalement, j'étais avec tous mes frères et sœurs, on était dans la même maison. Il fallait que chacun se batte pour avoir sa place. Alors, tu pars de l'intérieur du pays pour la capitale. À quel moment et qu'est-ce qui t'y emmène? Il faut dire que tous ceux qui vivent au Gabon savent qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'université. Et donc, quand tu as ton baccalauréat, tu dois soit aller à Franceville, pour ceux qui font la D, la C, et à Libreville. Pour certains, peut-être pour le CUS ou l'université Thomas Bongo et d'autres écoles. Et donc, c'est ce qui m'amène à Libreville. Sauf que moi, la spécialité, c'est moi, j'ai eu un bac D et j'avais la chance d'avoir mon grand frère qui avait déjà eu un bac D, qui avait fait l'université à Massoukou et qui nous disait à chaque fois que franchement, moi, ce que je vis ici en termes de bisoutage, moi, je suis un homme, j'arrive à supporter ça, mais je n'aimerais pas vraiment que vous, mes petites sœurs, vous puissiez subir ça. Battez-vous soit pour aller dans une école et si vous ne pouvez pas aller dans une école, vraiment de sortir du pays pour faire... Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, je savais déjà que soit je faisais le concours d'entrer dans une école ou je sortais carrément du Gabon. Sauf qu'à ce moment-là, on est nombreux dans la famille. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire un concours. J'ai fait le concours d'entrée à l'Institut des sciences de gestion. Je ne l'ai pas eu. Mais je me suis inscrite en cours du soir parce qu'il faut dire, ma petite sœur, elle était déjà en avance sur moi à l'école. Comme je vous ai expliqué, j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, il n'y avait pas de contraintes alors que ma petite sœur, elle avait la chance d'être avec les parents depuis le début. Et donc, elle était vraiment un peu en avance sur moi à l'école. Elle était déjà ici, aussi à l'Institut de gestion. Et donc, quand j'ai regardé comment ça se passait, elle avait un bon parcours, 3 sur 3. À l'époque, le BTS, c'était 3 ans. Donc, je me suis inscrite là. Et donc, je suis partie d'Oyem pour Libreville, vraiment pour l'université. Alors, partie de l'Institut de gestion, est-ce que vous avez tout de suite embrassé le milieu du travail ou encore vous avez passé une période entre ces deux? Mais il faut dire que après, en tant qu'aînée des filles, j'ai le poids de la famille derrière, j'ai des responsabilités et surtout, moi, j'arrive à l'université, j'ai déjà un enfant. Et donc, il y a déjà, même si au départ, les parents s'occupaient de mon enfant, mais toi-même, à un moment donné, tu te dis, oui, mais les parents s'occupent, mais qu'est-ce que moi-même je fais de façon personnelle? Et surtout qu'à cette période, quand je suis en 2e année, ma mère, elle tombe gravement malade. Donc, ma mère, elle tombe malade.
malade. Elle a fait le tour entre les hôpitaux au Cameroun, à OIM, ici à Libreville. Donc, c'était pas vraiment facile pour moi. Il n'y avait pas de stabilité dans ma tête. Et je me suis dit, bah, je suis en formation continue, donc je suis en cours du soir. Peut-être qu'il faudra que je trouve un emploi en journée pour pouvoir non seulement aider mes parents, mais surtout aussi prendre soin peut-être de mes petits frères, de mes petites soeurs pour que ça enlève le poids. Et j'ai eu la chance, j'ai eu un ami, Max, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, qui est arrivé et qui nous a dit un jour, j'étais avec ma copine qui était sa petite amie, il a proposé à sa copine un poste d'assistante de direction, sauf qu'elle, elle a dit non, moi j'ai pas envie de travailler en faisant l'école, je veux me concentrer sur une chose en même temps. Et c'est comme ça qu'elle m'a proposé. Je suis allée, j'ai passé l'entretien pour ce poste, mais il faut dire que si c'était pour un poste de secrétaire, comme on m'avait dit au départ, je l'aurais jamais eu. Mais c'est en ayant une discussion après, tout c'était ça avec Henri-Pascal Bolanga. Il a vu en moi des potentiels et il a estimé que voilà, je pouvais intégrer dans la structure, non pas en tant que secrétaire comme il cherchait, mais en tant qu'assistante de direction. D'accord, et l'entreprise c'est Tecla Communication, c'est voilà. ça. Tecla Communication, c'est mon premier employeur. C'est vraiment nous sommes en 2008, ouais. Donc c'est vraiment Henri-Pascal Bolanga qui m'a donné ma chance pour la première fois. Je suis arrivée chez lui chercher une secrétaire, il m'a donné une paperasse de 100 feuilles de papier à saisir. Et au bout d'1 heure, 1h30, je transpirais, mais de grosses gouttes. Et il est arrivé, il m'a dit, vous voulez que je vous mette de la clim un peu plus? Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, ça va aller. Et le soir, quand on a fait le débrief vers 15h, on a fait le débrief, il a dit comment vous vous trouvez personnellement et tout. Ben, je savais déjà que c'était nul. Ouais. Mais comme ils étaient en train de parler d'un projet de comment accompagner une entreprise, à l'époque c'était la Camerco, il avait eu un marché avec Camerco et il parlait des stratégies de com qu'il fallait mettre en place. Ouais. Donc ils ont parlé, bon moi j'étais la dernière à parler parce que bon moi j'étais nouvelle, j'étais même pas censée être intégrée. Et quand j'ai pris la parole et que j'ai donné mes stratégies, après il m'a écouté, au bout d'un moment il m'a dit allez-y au bout de votre proposer autre chose. Et quand j'ai encore proposé, il m'a dit sincèrement que mademoiselle, je cherchais une secrétaire, mais avec ce que vous venez de dire, ça vous donne une petite chance. Je vous observe, on était lundi, je vais vous observer jusqu'à vendredi. Et à chaque fois, n'hésitez pas à intervenir dans des débats comme ça et on va voir. Mais si ce secrétaire, je vous dis d'emblée que vous n'êtes pas faite pour ça. Et vendredi, j'ai été retenue, il m'a fait plusieurs tests dans la semaine. Vous savez, quand vous arrivez dans une entreprise, c'était va faire telle course, va faire telle chose. Et moi, je le faisais toujours dans un délai record. Le bleu de service. C'est ça. Et je le faisais toujours dans un temps record qui a fait que au bout de 5 jours. Et là, quand il me prend, mais vraiment, c'est surtout pour un poste à responsabilité tout de suite. Ah ouais. Et j'ai commencé directement assistante d'Henri-Pascal et c'est moi qui gérais. Et j'arrive au moment où on avait aussi eu un marché pour préparer pour les élections du président centrafricain Bozizé. Nous avons conçu beaucoup de supports de communication pour lui. Et Henri, il est parti à Bangui pour les élections. Et quand il a fini, il a été élu le président et il a demandé à Henri-Pascal de rester pour être son conseiller en communication. Et du coup, je suis restée responsable de Tecla. Direct en un temps record. Et c'est comme ça en fait. Donc c'est comme ça que j'ai eu ma première chance avec Henri-Pascal Bolanga qui ensuite, quand il est parti, il faut dire que c'était une petite entreprise. Tous les clients, c'était plus, ils sont là parce que c'est Henri, ils ont confiance. Et quand Henri est parti, c'était difficile pour moi. J'étais avec Michel Indé, ma grande sœur, à qui je rends hommage tous les jours parce qu'elle est décédée aujourd'hui. Et on a essayé de faire ce qu'on pouvait et on a dit à Henri qu'on ne pouvait pas tenir. C'est comme ça qu'il nous a demandé, Vous savez, moi j'ai dormi sur le riz d'Henri-Pascal Bolanga pendant 2 ans. Il m'a donné ses affaires. On a partagé avec Michel les affaires d'Henri. Et c'est vraiment un père pour moi, Henri-Pascal Bolanga. Alors cette phase-là, est-ce que Josiane peut considérer ça comme un échec? Pascal est parti, il part avec son nom. Et on va dire entre griffes avec toute la clientèle. Est-ce que à cet instant, Josiane voit ça comme un échec? En fait, il faut dire que je peux même pas le comprendre en tant qu'échec parce que je sais même pas déjà c'est quoi un échec. Il
Pourquoi? Parce que voilà, moi j'arrive dans une... C'est pas mon entreprise et donc j'avais aucune charge de sortir l'argent de ma poche. Tout nous était envoyé. Même quand Harry est parti, il continuait à payer le loyer à Libreville. Donc l'argent nous arrivait comme ça, on payait. Et quand on a vu que nous, on ne pouvait pas tenir, parce que lui, il avait des charges à Bangui et des charges à Libreville. Donc à un moment donné, il a considéré que ça pesait un peu sur lui. Et il nous a demandé est-ce qu'on pouvait tenir à essayer de trouver nous-mêmes des clients, à essayer de faire. Je ne peux même pas penser à l'échec, mais tu penses à l'échec quand tu as monté un projet et tu vois que tu ne l'amènes pas à terme. Alors que moi, dans ce rôle-là, j'étais plus comme une accompagnatrice qui est là et donc ça marche pas. Il n'y a pas plus d'efforts que ça en réalité. Et donc à ce moment-là, je ne pouvais pas parler d'échec parce que je ne mesurais pas l'ampleur de l'investissement qui a été fait pour pouvoir me projeter et j'avais pas aussi l'expérience qu'il faut pour pouvoir, quand je vous explique comment j'ai été retenue, j'ai un BTS en commerce international qui n'a rien à voir avec la communication, donc j'ai pas été formée dans une école de communication, donc vous comprenez que je peux pas mesurer les enjeux au même titre que quelqu'un qui est dans le métier. Alors, après cette phase de votre vie, avez-vous un autre emploi ou vous avez continué à chercher ou à entreprendre autre chose? Après, il faut dire que quand vous avez déjà, comme on dit, quand vous êtes déjà habitué à toucher à l'argent, chaque fin du mois, vous avez un salaire et tout, vous avez des charges derrière, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, ma mère décède en 2009, donc ma mère décède et donc je reste vraiment avec le poids de mon enfant, de mes sœurs qui sont derrière moi et moi en tant qu'aînée des filles. Donc, cette contrainte aussi de pouvoir subvenir non seulement à mes propres besoins et aussi aux besoins des miens a fait que voilà, dès que j'ai eu dès qu'on a passé ce moment d'échec, si on peut le dire ainsi, moi j'ai cherché du travail et j'ai eu le conseil de Monsieur Kangué à l'Institut de gestion. Je lui ai expliqué un peu que voilà, mon patron il était parti et j'ai eu Monsieur Kangué qui m'a dit tu sais, lorsque tu cherches du travail, ça ne sert à rien d'aller chercher loin. Tu étais déjà dans une entreprise et pendant que tu étais dans cette entreprise, vous aviez forcément des clients. Vous partez vers des clients pour pouvoir soit faire des impressions ou voilà, vous aviez des entreprises. Il suffit juste de repartir dans ces entreprises-là et leur dire que voilà, aujourd'hui tu es à la recherche du travail et comme tout le monde te connaît souriant, forcément ça va. Et ça a payé parce que dès qu'il me l'a dit, le lendemain, j'ai fait mon CV et je suis partie à ACI, les éditions ACI qui étaient à Kwabène à l'époque avec Luc Lemaire. Et quand je suis arrivée, j'ai vu... il y avait Sonia qui était responsable des ressources humaines, il y avait Cristaline Dinga qui était la femme de Luc Lemaire. Donc quand je suis venue et quand je suis arrivée, tout le monde dit « Ah Josiane, vous êtes en haut, ton patron il est maintenant conseiller et tout ». J'ai dit ben en fait, j'ai perdu mon travail parce que du coup on ne peut plus tenir, mon patron il n'est plus là. Ah bon, pourquoi ? Ok, amène ton CV et tout. Et comme tu es souriant, nous on cherchait quelqu'un ici à l'accueil dans la semaine. Et mais c'est vraiment, c'est incroyable. Et j'ai même amené mon CV, je suis venue avec mon CV, ils ont regardé. C'est même la responsable des ressources humaines qui m'a encore orientée. Va effacer ça, ajoute ci, réécris. Et je suis partie, j'ai réécrit, j'ai déposé et j'ai commencé le lendemain. J'ai commencé le lendemain à ACI, j'ai grimpé, je suis partie. Et quand j'ai eu mon BTS, mon patron m'a dit ben, quand on a le BTS, on n'est plus au même poste, c'est plus le même poste, c'est plus le même salaire et tout. Et donc j'ai vraiment grimpé comme ça en un temps record. Super. Je suis devenue responsable de la production, j'ai géré des équipes et donc je suis restée à ACI jusqu'à ce que je suis partie d'ACI pour d'autres entreprises, mais vraiment ma maison de base c'est les éditions ACI parce que c'est là où j'ai été formée, c'est là où mon patron, mon mentor, Luc Lemaire qui est décédé en 2013, qui a vu en moi, qui a même créé un poste spécial pour moi parce qu'à chaque fois qu'il discutait avec moi, il me disait toi, il n'y a pas ton poste ici, on va te créer un poste quelque part. Donc c'est un peu ça et donc j'ai fait ACI et on a fait, et c'est de ACI qu'on faisait tous les supports de communication de la Tropicale à Missa Bongo et quand ACI a fait faillite, je suis partie aux éditions SEP, toujours par recommandation de Luc Lemaire, parce que quand celui de SEP arrive à ACI,
et il ne me voit pas parce que j'étais l'assistante du directeur. Ah, elle est où ton assistante? Ah, tu sais que moi je peux plus payer et tout. Ah, est-ce que je peux la prendre? Et c'est comme ça que c'est mon ancien patron qui m'a appelé. Attention, on a besoin de toi là-bas. Pareil, quand les équipes de la Tropicale sont arrivées pour faire les supports. Ah, elle est où ton assistante? Ah, vous savez que je peux. Est-ce que tu as eu un problème avec elle? Non, juste que je peux plus payer. Elle a des charges avec. Ok, est-ce qu'on peut la prendre avec nous? Et c'est comme ça que depuis, j'ai intégré les équipes de la Tropicale à Missa Bongo et ça fait 12 ans que je travaille avec eux. Waouh, un parcours peu commun, on peut le dire. Alors, on reste dans le domaine professionnel, mais là, on va s'intéresser à cette entreprise que tu mets sur pied, 3MJ Consulting. Déjà, à quel moment tu mets cette entreprise sur pied et pourquoi 3MJ? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très belle question déjà. Donc 3MJ, donc il y a le 3, il y a le M de J, il y a le M de Maténé, qui est mon nom. Il y a le J de Josiane. Il y a le 3 parce que, si vous voulez, moi je m'appelle Maténé, Mangwa, Josiane, Majoli. D'accord. Donc il y a le 3 fois M sur mon nom et il y a le J de Josiane et j'ai juste ajouté consulting. Parce que quand je suis allée au CDE à l'époque et que je voulais, moi j'entendais, tu sais, mon grand frère il est en France et il fait une profession libérale, donc il est indépendant, donc il me parlait tout le temps, ah profession libérale, je suis. Et donc quand je suis allée au CDE, j'ai dit, ben, je vais juste légaliser mon nom comme profession libérale et pour pouvoir être consultant sur les événements. Et on m'a dit non, tu as besoin d'un sigle, tu as besoin de... Et là sur place, comme ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, écoutez, on va mettre 3MJ Consulting. Donc SEP, c'est l'annuaire professionnel avec qui j'ai travaillé, ceux qui font vraiment le répertoire de toutes les entreprises du Gabon. J'étais responsable technique et donc responsable de mettre à jour tous les numéros de téléphone, les emplacements. Donc j'ai travaillé avec eux et sauf qu'à un moment donné, bon, je me suis sentie un peu à bout parce que vous savez, quand vous avez le goût du travail, et que vous considérez que vous avez un travail à livrer et pas des heures de travail à faire. Parce que dans les entreprises, malheureusement, c'est ça la règle, c'est il faut arriver à 8 heures, partir, je ne sais pas, 16h, 17h. Mais que vous savez que peu importe l'heure, moi je peux rester au boulot tant que j'ai quelque chose à faire, à livrer. Et vous permettre le lendemain, par exemple, de ne pas arriver à 8 heures. Mais ça ne marche pas en entreprise. Il y a une moule dans laquelle il faut rentrer et quand tu ne rentres pas, donc c'est normal qu'à un moment donné, il y a eu des accrochages avec la femme de mon patron. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, moi je préfère canaliser mon énergie pour ma structure. Et c'est comme ça qu'en 2013, j'ai lancé 3MJ Consulting. Alors 3MJ Consulting, j'y arrive. Et là, il y a un produit qui, on va dire, qui cartonne au niveau de 3MJ Consulting, c'est les sambas professionnels. Alors, c'est quoi les sambas professionnels et pourquoi le terme samba? Donc, il faut dire que de par mon histoire que je vous ai racontée, de par mon vécu, donc 3MJ Consulting, c'est cette entreprise qui me permet de gagner ma vie, mais ma soif de justice, parce qu'on est quand même dans un environnement où on rencontre des jeunes autour de nous, on rencontre des personnes, des jeunes qui ont plein de rêves, qui ont plein de projets, mais qui se disent non, mais parce qu'on est au Gabon, si on n'est pas dans un réseau, on ne peut pas réussir. Si tu n'es pas le fils de tel, si tu ne portes pas un nom, tu ne peux pas réussir. Il y a aussi cette frustration où j'étais en entreprise, où le patron reste au patron, et toi qui es en bas, tu n'as rien à dire. À la limite, on te dit, Josiane, arrête de réfléchir. Ici, c'est moi qui réfléchis, toi, tu exécutes. Ok, et après, donc il y a toutes ces choses et surtout le fait d'être sur des grands événements, à des postes de responsabilité, tu es appelé parfois à demander des factures dans des structures hôtelières, des grandes structures hôtelières, mais quand tu demandes un devis et que tu l'as 3 semaines après, et parfois même ça arrive 3 semaines après, pas dans les normes de ce que tu as demandé, il m'est arrivé d'aller m'asseoir dans des entreprises, de faire moi-même mon devis avec la personne qui s'occupe de ça, de laisser un devis déjà fait par moi-même, qui ne reste qu'à envoyer par mail ou imprimé et être déposé sur le lieu, mais que ça arrive encore 2 jours après. Donc, on n'a pas voulu être des personnes qui se plaignent, mais on a surtout voulu être une force de proposition. Parce que quand vous avez la chance d'avoir un parcours, quand vous avez la chance
d'avoir une certaine norme, certaines valeurs. Moi, je vous ai expliqué tout à l'heure, j'étais dans une cour commune où, à la limite, on priorisait l'enfant du voisin par rapport à vous. Moi, j'ai vécu dans ce milieu où mon père, Aoyem, il est le représentant de tous les Camerounais. Et donc, le premier Camerounais qui arrive au Cameroun, qui arrive au Gabon pour la première fois, est chez vous. Et que toi, tu dois libérer ton lit pour que lui, il dorme dans de bonnes conditions. Toi, tu dors parfois par terre et parfois chez la voisine, mais qu'au sorti de là, par exemple, même une semaine après, le gars part, il a volé tout ton père, tous les trucs, il est parti. Et donc, moi, j'ai vécu dans cet environnement vraiment du donner sans rien attendre en retour, qui fait que les Samba, en fait, moi, j'appelle ça mon appel. Donc, je poursuis ce rêve de jeunesse, je poursuis cette soif de justice à travers cette initiative où sur les Samba, sur 3MJ, tout ce que je gagne, je mets 75% environ pour donner la chance à d'autres jeunes de pouvoir rêver, de leur dire que c'est possible, que par le travail, on peut arriver, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous sortez. Et surtout, si vous regardez la qualité de nos professionnels, c'est aussi pour répondre à cette frustration où on pense que quand on est boss, on ne peut pas parler avec l'enfant de Kingele. Non, quand je vous fais venir des Pape Diouf, des Manu Dibango qui mangent sur la même table que les enfants qui sont à l'improviste sans protocole, sans garde de corps, qui marchent avec vous dans les rues d'Intimitas. C'est pour vous dire que quand on est grand dans ce monde, c'est pour se tirer, c'est pour se prendre par la main, marcher et pas pour se mettre des barrières. Et donc les Samba, c'est sans fête. Quand vous regardez bien la définition des Samba, c'est Samba au Gabon, chez nous, c'est bienvenu. Bienvenue, oui. Beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur en partage. Et après, derrière, professionnel, parce que oui, on se prend par amour. Et par amour, on veut qu'on puisse tendre vers le professionnalisme parce que seul le travail bien fait pourra vous ouvrir les portes et pourra vous amener partout où vous voulez aller. Oui, alors les Samba professionnels, c'est quand même beaucoup de jeunes formés, c'est beaucoup de professionnels venus au Gabon pour former ces jeunes-là, c'est beaucoup de connexions. Comment s'est passée la connexion déjà avec ces professionnels qui vous ont fait confiance et sont arrivés jusqu'ici pour rencontrer ces jeunes? Donc, il faut dire que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la chance depuis 12 ans d'être assistante de coordination générale sur la tropicale Amissa Bongo. Quand le marathon du Gabon, quand les organisateurs du marathon du Gabon sont arrivés pour mettre le projet au Gabon, ils avaient besoin de l'expertise locale. Et donc, j'ai été recommandée pour gérer tout le bureau et donc toutes les inscriptions. À l'époque, c'était 12 000 coureurs. On a commencé par 6 000 coureurs avant les 16 000 qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai été responsable pour gérer le bureau j'ai géré pendant 3 ans et après j'ai été appelée pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 à OIM où j'ai été envoyée par le COCAN pour gérer tout ce qui est marketing et communication au niveau d'OIM parce que c'est chez moi. Et donc il faut dire que j'ai aussi fait beaucoup de bénévolat. Donc j'ai travaillé sur le marathon de Paris en tant que bénévole pendant 3 ans. J'ai travaillé sur les Jeux de la francophonie à Nice en 2013 avec le comité français d'organisation. Mais parce que j'avais un but, j'étais en train de vouloir me former pour que ce que je vois chez les autres, on puisse le ramener chez nous et pouvoir le mettre sur pied. Et donc, sur ce parcours, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Par exemple, Joëlle Ndong, qui vient chaque année ici, elle était reporter pour TV5 sur la tropicale Amissa Bongo. Et personne ne savait qu'elle était gabonaise. Moi, j'ai su que Joëlle était gabonaise. On travaillait ensemble depuis 4 ans. Et c'est en 2012-2013 que j'ai su que Joëlle était gabonaise. Et quand j'ai su que elle était gabonaise et que cette idée m'est venue à l'esprit de pouvoir donner la possibilité aux jeunes de rencontrer des modèles pour continuer à rêver, mais qui ne viennent pas pour leur dire que je suis star, j'ai réussi, mais qui viennent regarder leurs produits pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, les accompagner, leur ouvrir des portes. Parce que moi aussi, on m'a tendu la main. Si Henri Pascal ne m'avait pas donné ma chance, si ACI ne m'avait pas donné ma chance, ainsi de suite, je ne serais jamais ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je connais l'importance que c'est que tendre la main à quelqu'un pour l'aider à grandir. Et donc, quand cette idée pour le Gabon m'est arrivée, je suis arrivée à Paris et donc j'ai dit à Joëlle, écoute, voilà ce qu'on veut faire pour le Gabon, tu es gabonaise, ça fera plaisir à tes petits frères et sœurs que tu reviennes partager ton expérience. Ils n'ont pas la même chance de venir dans une école de journalisme à Paris où j'ai dit, est-ce que tu peux venir pour
partager ton expérience avec la jeunesse gabonaise. Et là, elle m'a demandé, mais pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, parce que j'ai envie de le faire. Et elle m'a dit, si tu veux le faire, on va le faire et je vais venir. Et quand c'était devenu même son propre projet, c'est elle qui me disait, et tu veux faire quel autre atelier? Je dis, je veux faire un atelier sur le marketing sportif. Et elle me dit, si je dis à Pape Diouf de venir, il va venir. Je dis, mais Joël, Pape Diouf, je le vois où? Et puis, comment Elle me dit, si je dis à Pape Diouf de venir, il va venir. Et elle a dit à Pape Diouf, et elle m'a dit, Pape Diouf a dit qu'il devait venir. Et donc, c'est à partir de là, quand je suis partie à Paris, Ogoula Latif, qui travaille avec moi sur d'autres événements, quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, tu vas à Paris, tu vois Amobé Mevegue, avec qui tu vas parler du projet. Et quand j'ai vu Amobé Mevegue et que j'ai parlé du projet, tout de suite, il m'a dit, je t'accompagne. Et donc, c'est parti comme ça. C'est parti de Joël, de Pape Diouf, d'Amobé, qui, eux, derrière, finalement, m'ont recommandé à Harry Roselmack, à Didier Drogba, à Aboubakry Ba, ainsi de suite. Et donc, c'est ce réseau-là qui, finalement, Aboubakry, il a proposé Patrick Mboma, Martin Camus, qui est venu du Cameroun, a proposé Manu Dibongo. Et donc, c'est vraiment comme ça. Mais il faut dire que tout cela n'est possible que lorsque vous faites vraiment ce que vous dites et que vous le faites de façon professionnelle. Parce que vous ne pouvez pas associer l'image de Pape Diouf n'importe comment sur un événement si ce n'est pas crédible. Et si Pape Diouf est venu au Gabon une fois et que lui-même il a dit la prochaine fois je reviens et qu'il est venu pendant 6 ans, il faut dire que c'est quand même, il y a eu quand même un travail qui a été fait par toute cette équipe qui est derrière les Samba, parce qu'il faut dire, moi j'ai eu l'idée, mais derrière il y a eu tous ces jeunes qui se sont mis ensemble pour pouvoir le porter et pour pouvoir le réaliser. Alors, on parle des samba professionnels pour les samba kids. Ça, c'est un autre concept que tu développes. Pourquoi s'intéresser aux plus jeunes? Après, il faut dire qu'au fur et à mesure que le projet évolue, donc c'est au bout de la 4e édition qu'on se dit, c'est bien ce qu'on fait pour les adultes, mais vu que l'objectif des samba, en fait, c'est de partager certaines valeurs, du don de soi, de la confiance en soi, du développement personnel, de l'amour des autres. Si on commençait par le plus jeune âge, ça nous permettrait de gagner en temps. Et puis les jeunes grandiraient déjà avec ces valeurs, au lieu qu'on attende qu'ils soient déjà grands pour venir dire oui, mais tu peux améliorer ta façon de travailler. Ils peuvent déjà commencer dès le départ avec les valeurs de l'excellence, du travail bien fait. Et ça nous fait gagner un temps dans la société. Et donc, après avoir fait 4 éditions, on a pensé depuis 2019 qu'il fallait s'attaquer aux plus petits. Donc, on a lancé cette première édition des Samba Kids. Donc, pareil, on met des modèles, sauf que cette fois-ci sur les kids, c'est de valoriser les modèles gabonais. Ceux qui font la fierté du Gabon, que ce soit au Gabon ou hors du Gabon. Et c'est à eux de préparer la future génération. Parce que vous savez que quand on est ensemble, là, à un moment donné, s'il faut parler en langue, on parle en langue pour que nos enfants comprennent. S'il faut parler, s'il faut aller dans son quartier pour qu'ils puissent voir vraiment de quoi il s'agit. Et ça, on ne peut le faire que si vraiment on est passé par là, on est sorti de là. Et c'est pour ça que sur les kids, on valorise vraiment les talents gabonais. Là, on vient de finir la 2e édition des Samba Kids qui nous a contraints. On a été obligé de faire numérique à cause de la Covid. Justement, j'allais y arriver. Cette année, ça a été un peu compliqué pour les samba professionnels, vu l'actualité sur le plan sanitaire. Comment s'est déroulé justement ces samba professionnels dans un contexte plutôt numérique, on va dire? Donc, il faut déjà dire que nous, on préparait les samba, la 7e édition des samba professionnels quand le coronavirus, non seulement nous a arraché des personnes chères à notre cœur, donc Pape Diouf, Manu Dibango qui sont décédés suite à la Covid, mais après derrière, on a été non seulement contraint de repousser la 7e édition, qui ne s'est pas d'ailleurs faite jusqu'à maintenant, mais on a lancé une édition, on a lancé une version live pour pouvoir continuer à exister, continuer à échanger avec les jeunes, parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Mais après, derrière, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le fait qu'on ne peut plus se voir, est-ce qu'on ne peut plus se parler? Est-ce qu'on ne peut plus? Et donc, c'était aussi une façon pour nous de nous réinventer, de nous adapter aussi aux nouvelles normes. Tout le monde parlait de télétravail, tout le monde parle aujourd'hui de télétravail. Et si nous, on ne commence pas tout de suite, moi je connais des gens qui, quand on a déclaré en mars
qu'il fallait tout arrêter, ils ont dit on attend la fin du corona pour le faire. Mais nous sommes en novembre et le corona n'est toujours pas fini. Et donc, si on ne s'adapte pas aux nouvelles normes, on ne sait pas jusqu'à quand on attend. Et donc, là, on a fait une édition des Kids numériques qui a plutôt très bien marché parce que ça ouvre finalement à d'autres horizons. Quand on fait les présentiels, il faut être à Libreville, se déplacer à un lieu précis. Mais là, avec les Kids numériques, les enfants se sont connectés depuis la France, depuis d'autres pays, depuis le Gabon, depuis l'intérieur du pays. Ils sont partis de Port-Gentil pour pouvoir... Ils ont suivi le programme depuis Port-Gentil, Libreville. Et donc, ça a ouvert la porte finalement à d'autres horizons, à d'autres opportunités. D'accord. Alors, c'est un parcours assez élogieux de Josiane Matiné de Longueur qu'on a pu en partie découvrir aujourd'hui parce que je sais qu'il y a encore tant de choses à dire sur toi. Mais vu que le temps qui nous est imparti est en train de tirer à sa fin, pour conclure, on va le dire comme ça, si Josiane devait se déterminer, quel mot ou quelle expression te déterminerait le mieux? C'est toujours pas évident de pouvoir se déterminer, mais la seule chose que je sais, c'est que, comme dit Charlie Chaplin, il faut être le fou de sa génération. Parce que je pense que quand on a lancé ce projet qu'est les Samba professionnels, on a vu des gens qui nous avaient dit que c'était impossible, c'était pas réalisable du tout. Mais on est à cette édition aujourd'hui, on est à 1000 jeunes à qui on a donné l'espoir de franchir le pas. On a des gens qui arrivent au Gabon comme ça sans rien attendre en retour, qui ne demandent même pas 100 francs, des Pape Diouf, des Manu Dibango, des Robert Brazza, des Amobe Mevege, des Joël et des Gendon. On a des personnes qui nous appellent, qui nous envoient même pour rien comme ça, qui nous ouvrent des portes. Là, moi je reviens du Burkina Faso où ils sont intéressés par ce qui se passe au Gabon à travers les Samba et Expertise France qui nous suit depuis la première édition parce qu'il faut dire que quand on a lancé ce projet, nos premiers partenaires c'était l'ambassade de France parce qu'ils y ont cru. Donc si on n'avait pas cette folie, si on n'était pas déterminé, si on ne croyait pas, mais surtout si on ne visualisait pas ce qu'on voulait faire réellement et si on n'avait pas nos ressources personnelles pour tenir cette passion qui nous anime, je pense qu'on ne serait jamais allé au bout. On ne serait jamais allé au bout de tout ça. Donc, juste dire, il faut croire en vous et vous donner des moyens pour pouvoir réussir. N'écoutez jamais ceux qui vous disent que ce n'est pas possible. Votre propre limite se trouve dans votre tête et nulle part ailleurs. Ouf. Merci Josiane Matiné de Longueur de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir regardé. L'émission s'est parlé de vous. Nous avons été aujourd'hui en compagnie de Josiane Matiné de Longueur, comme nous aimons l'appeler, la fille du monde qui nous a accordé bien sûr ces moments avec elle. Nous vous disons merci de continuer à regarder les programmes de proximité. On se retrouve une prochaine fois pour un autre numéro de Parler de vous. Au revoir.